Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges, une émission où on s'intéressera cette semaine à l'artisanat. Deux invités sont avec nous, Michael Maillot est céramiste depuis une dizaine d'années. Après une première vie dans l'audiovisuel, aujourd'hui dans son atelier à Bruyères, il mêle culture populaire et culture japonaise dans ses créations. Une production de porcelaine décorée à la main, tour d'horizon dans quelques instants. Il est accompagné sur le plateau par Francis Cuny, sculpteur sur bois depuis plusieurs dizaines d'années, mais aussi sculpteur sur glace et granit. C'est à Bas-sur-le-Rue, dans une ancienne usine textile transformée en atelier, que l'ancien bûcheron, devenu artiste, façonne ses créations. Portrait d'artiste pendant 26 minutes. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Michael, autant le lien entre le bûcheronnage et la sculpture sur bois, je la vois bien, autant l'audiovisuel et la céramique, j'ai un peu plus de mal. Comment vous en êtes arrivé là ? En fait, je me suis tourné vers l'audiovisuel au départ, plus par passion pour le médium, et je me suis rendu compte assez vite qu'il me manquait un contact un peu plus franc, un peu plus physique avec la matière, et du coup j'ai cherché à me réorienter d'abord dans l'artisanat, et puis j'ai découvert la céramique, et ça suffit à me convaincre pour passer d'un monde à l'autre finalement. D'accord, et une formation, vous avez poursuivi avec une formation parce que Oui. vous ne connaissiez entre guillemets rien à la céramique avant de vous lancer. À part ce que j'ai pu faire un peu chez moi pour découvrir. Ensuite, je suis allé me former en Bourgogne pour 2 années. Donc une première année en façonnage, donc en tournage, c'est ce qui permet de faire des pièces en révolution sur le tour. Et puis une deuxième année en recherche pour tout l'aspect graphique et revêtement. D'accord, ok. Alors on va revenir sur votre parcours un petit peu après. Une envie de changement, c'était le cas aussi pour vous quand il y a 50 ans déjà, Francis, vous décidez de laisser l'arbre d'une telle façon pour le retrouver d'une autre et le sculpter finalement. Envie de changer, c'est sûr. En même temps, je connaissais le bois de l'extérieur de manière, la forêt. Et puis là, c'était justement cette envie d'entrer dans les veines du bois qui danse, dans les formes que permettait la tronçonneuse. En fait, l'outil que je commençais à connaître et qui offre des belles possibilités de jouer avec le bois. De jouer avec le bois, c'est ça. Donc vous l'utilisez d'une autre manière maintenant, ce bois. Passer du travail au jeu et aussi à inventer sa vie quelque part de cette manière. Alors votre atelier, on va le voir sur les images dans quelques instants, a pris place dans une ancienne usine textile, donc à Bas-sur-le-Rue. Des lieux qui ont une histoire, une importance, l'usine textile dans les Vosges. Ah ben c'est tout à fait. Alors la cheminée est là pour montrer cette fameuse présence de l'histoire. En même temps, il y a un boulot très symbolique qui pousse tout en haut là, du granit. C'est un vrai jeu de résistance là, qu'il est en train de montrer. Un peu à l'image de l'atelier du coup. Et justement, quand on est arrivé avec Brigitte il y a 40 ans, dans ce lieu, c'était la mérule qui avait pris possession des charpentes et des planchers. Et là, on a trouvé la solution avec le bois. Enfin, pour retrouver l'espace, comment on appelle ça, habitable et présentable, et donc avec le feu. Et du coup, voilà, on a réussi à réhabiliter ce lieu, et il reste. Alors, on a aussi à l'époque, en 93, offert la machine à vapeur qui était le cœur de l'usine au musée de Vintron, au musée textile justement. Et du coup, là, il nous reste à inventer un petit bâtiment qui sera, près de la cheminée, un témoin d'une nouvelle dimension avec le bois de nouveau. D'accord, un beau message du passé qui continue quand même à perdurer finalement. Oui, la suite d'une réhabilitation et peut-être pas un bouquet final, mais en tout cas une belle aventure qui continue. Alors Michael, vous n'êtes pas vosgien, mais vous avez rejoint les Vosges, c'est tout à votre honneur. En 2021, vous vous installez dans votre atelier à Bruyères. Oui. Pourquoi les Vosges ? Pour le cadre, pour l'accessibilité à la propriété aussi, c'était un des enjeux pour nous. Et puis pouvoir trouver un espace pour l'activité, pour l'atelier. Donc c'est à Bruyères. Oui. Vous avez votre atelier, une boutique depuis peu. Oui, depuis le printemps. On peut venir vous rencontrer, découvrir. Oui, c'est ça, atelier. on peut venir les vendredis et samedis sur rendez-vous en dehors de ces périodes-là, et j'accueille aussi du public pour des cours notamment de tournage. Ça, on en parlera en fin d'émission. Alors, on va parler de votre travail plus précisément à chacun. Mais je disais tout à l'heure, Michael, en introduction, vous vous inspirez de la culture japonaise, la culture populaire. Pourquoi cette orientation ? L'attrait pour la culture japonaise, ça vient d'assez loin. J'ai commencé les arts martiaux quand j'avais 7 ans. Donc j'ai toujours été un petit peu attiré par cette culture en général, parce qu'il y a beaucoup d'aspects différents et beaucoup de subtilités, mais je m'y retrouvais en termes d'imaginaire, donc c'est vrai que quand j'ai eu à créer des motifs, des choses un peu plus graphiques, c'est forcément ce qui m'a inspiré en premier. Et puis la technique m'a amené aussi vers l'Asie, puisque c'est une technique qui est née en Corée
et qui a ensuite été assimilé par le Japon, que je me suis approprié. D'accord. Alors, voilà, c'est des techniques traditionnelles Oui. que vous modernisez, que vous adaptez en fonction de comment vous voulez le faire? Oui, alors moderniser, pas vraiment, parce que finalement, je n'y apporte rien d'un point de vue technique, j'en enlève même, presque. Puisqu'au départ, on parle d'un décor qui est sous un émail bleu-vert qui s'appelle un céladon. Et sur du grès, et moi j'ai choisi d'utiliser la porcelaine comme support pour un meilleur contraste avec les couleurs, et de ne pas mettre d'émail par-dessus pour apprécier le côté doux et voilà, le toucher, le côté impalpable du motif sur les pièces. Voilà. Enfin, un style particulier qui se démarque, qui se différencie, c'est peut-être ce qu'il faut aujourd'hui, réussir à se différencier dans le monde de l'artisanat. Oui, alors il y a plusieurs façons de voir les choses, mais c'est vrai qu'avoir une identité un peu plus marquée, ça permet d'être aussi un peu plus visible parfois. Francis, comment vous décririez votre travail aujourd'hui? C'est pas facile comme question. En fait, c'est un peu à l'image d'un arbre. Il y a les racines qui sont présentes dans le cadre justement des premières sculptures qui présentaient les métiers de la terre et du bois, dont mes familles sont originaires, enfin d'où je viens. Ensuite, ça a été un peu Alors, il y a les troncs aussi qui sont en séquoia suite aux tempêtes. Le fait d'avoir été bûcheron m'a permis de travailler en Limousin des gros arbres sinistrés et de les remettre dans la lumière en équipe ou individuellement. Enfin bref, sur des échafaudages, à essayer. Là, c'est vraiment plus fort que moi d'imaginer des arbres qui se remettent debout la sculpture le permet. Une nouvelle vie, en fait. Et puis ensuite, il y a le côté maquette, il y a le côté fruits, les feuilles, enfin bref, toutes les branches, le rayonnement de l'arbre. Et je pense qu'il est un peu assez symbole de cet atelier en recherche qui est un peu comme un laboratoire en même temps. C'est ça. Et qui donne aussi, enfin moi ce que j'aime beaucoup, c'est montrer ce que le bois permet. Alors là, par exemple, ce petit moyen-duc là, qui sort de sa forêt, hop, il est justement témoin de la surprise et de la cohabitation de l'animal et du végétal, de l'arbre par excellence. Donc voilà, on va dire la plénitude. Et moi, je vois l'arbre comme qui tend ses bras pour accueillir, quoi. Vraiment, c'est plus fort. Enfin, c'est plus fort. C'est beau. C'est tellement beau que c'est comme ça que je vois la forêt. Et je pense que la belle école, donc je suis autodidacte, la belle école que j'ai pu vivre avec mon père, Raymond, c'était de connaître, de découvrir la forêt et à l'époque, c'était avant l'arrivée de la tronçonneuse, c'était le coup de main du gamin au père avec le passe-partout, c'est absolument génial, avec aussi le traîneau qu'on appelle la fameuse schlitt. Et oui, alors entre les oiseaux, le chant des oiseaux, les parfums de la nature à l'époque, je pense qu'on était aussi dans une complicité de travailleurs de la forêt en oubliant la vitesse. Peut-être que même qu'a apporté la tronçonneuse ce besoin un peu comme tout le monde, quoi, le besoin d'être efficace, rentable, gestion, bref, C'est ça, et toujours d'être plus. rentable. Et toujours plus. Et peut-être c'est ça justement, voilà, cette limite qui m'a montré qu'il y avait une autre vie à inventer, quoi. Vous sculptez donc différentes matières, la glace, le granit, alors le bois principalement hein, quand même, Oui, majoritairement. ce qu'on appelle les matériaux nobles. C'est ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'utilisation de ces différentes matières? Elles sont très différentes, les trois, quand on les sculpte. On parlait tout à l'heure de l'exposition de glace à la chapelle de Travexin à un moment donné, qui a laissé vraiment tout le monde dans une belle... alors, il y a une belle mémoire de ce moment, ce côté éphémère qui ne provoque rien sinon du passager et qui permet à d'autres installations de reprendre le relais, quoi. Alors, il y a le granit aussi, avec le carrefour de Saulsure, c'était un projet départemental à l'époque. Pareil, encore une fois, on retrouve ce côté bras ouvert de la matière qui normalement voilà, est beaucoup funéraire ici. Hein, c'est une manière de sublimer cette dynamique du sous-sol. Voilà. Vivre de son art, aujourd'hui on sait que c'est pas toujours évident. Quels sont les moyens qu'on utilise pour se faire connaître, pour faire connaître son travail, Michael, aujourd'hui? Moi j'ai choisi de beaucoup me déplacer au départ, d'aller sur les événements, différents événements d'ailleurs, sous différentes formes pour essayer de trouver l'endroit qui me convenait le mieux. Et puis évidemment, il y a le passage presque obligé maintenant par les réseaux sociaux, notamment Instagram, que j'utilise plus qu'un autre. Donc voilà, on essaye de mêler tout ça, de faire voir notre travail, la façon de faire, notre identité. Puis après, c'est le public qui décide. Toucher différents publics aussi. Oui, peut-être que les réseaux sociaux permettent voilà, on sait, d'aller vers un public peut-être plus jeune aussi. Oui, et sûrement plus large en tout cas. Oui. C'est l'objectif. Francis, vous, les réseaux sociaux?
Oui, parce que oui, c'est à la fois dans l'air du temps, enfin efficace, mais moi je préfère de loin le contact direct, quoi. Bien sûr. Et le bouche alors c'est ça, c'est vraiment c'est l'image de ce qu'on a sous la main pour communiquer, pour s'exprimer et aussi pour rencontrer. Et là, la formule est magique, quoi. Et en même temps, on échange, on rencontre beaucoup d'artistes qui aussi, voilà, et nous-mêmes, on s'associe, on fait équipe, on rêve, on essaie de transformer des rêves. Alors il y a les expositions aussi, hein, faut toujours se démarquer. Je vous propose qu'on regarde un reportage justement sur une manière de montrer, d'exposer son travail. Direction Vittel pour la première édition du Sentier des Chênes, une galerie d'art à ciel ouvert. On regarde, on en reparle juste après. Une galerie dans les bois, un reportage signé Louise Amouda et Nicolas Brédard. Et si l'on vous emmenait visiter une forêt d'art ? À la manière d'une galerie, le Sentier des Chênes de Vittel accueille depuis le début de la semaine 12 artistes en résidence venus de France et de Belgique. 10 installations, toutes très diverses, peuplent désormais ce bois. Ce vendredi matin, Attika doit encore fixer sa sculpture. Cette pièce s'appelle l'Égaré. C'est un peu cette entité qui se balade dans la forêt. On ne sait pas si elle est en train d'être construite ou si elle est détruite. Il lui manque des membres, on ne sait pas si elle est achevée ou si elle est en train de... Elle continue d'être transformée. Et sachant que la cagette c'est du peuplier et que là c'est vraiment le petit coin où il n'y a que des peupliers. Ça tombe bien. C'était un peu un retour aux sources. Le chemin jouxte le parc Vittel ta Nature qui propose des hébergements insolites en bois. Habitués du site, les constructeurs des cabanes se sont aussi prêtés au jeu de créer une œuvre in situ, ici en bois de chêne récupéré sur place. Il va y avoir une petite structure qui est sculptée par la forêt et qui est une invitation à la contemplation. C'était l'occasion pour nous de s'exprimer, de sortir un peu de la construction, de la charpente, de réexploiter des matières qu'on a l'habitude d'utiliser mais leur donner une autre forme et de pouvoir aussi s'imprégner totalement de la forêt et de la magie du lieu. Quelques pas plus loin, une toile d'araignée géante au fil tendu entre les arbres. Ailleurs, des fleurs en porcelaine poussent sur des branches nues, des matières délicates qui seront exposées par tous les temps, en toute saison. Le concept, c'est que les œuvres restent sur place et qu'elles soient pérennes le plus longtemps que les éléments et la nature le permettent. Donc elles vont vieillir un peu aussi dans la nature et faire les premiers éléments des autres éditions du Sentier des Chênes, parce que nous, on a aussi l'ambition d'inviter d'autres artistes, de continuer un peu le mélange entre les installations et la forêt dans laquelle on est. Place donc à la contemplation et à l'écoute de la nature environnante. Là, on entend les bruits de la ville et là, les bruits de la forêt. Alors, on connaissait déjà ce concept dans les Vosges avec la Biennale d'art qui est organisée par la compagnie Héliocop sur le Sentier des Passeurs du côté du Solcy. C'est des moyens intéressants d'allier nature et culture finalement. Francis, Michael, comment... disons que ça invite à la curiosité, c'est le côté surprenant et parfois dans des environnements qu'on a l'impression de connaître très bien et là on est poussé à expérimenter peut-être la forêt d'une autre façon, donc c'est toujours intéressant. Oui. Toujours intéressant d'aller chercher, voilà, faire le pas de côté peut-être pour attirer un autre public. Francis, vous avez fait un tas d'expositions, je pense, depuis que vous sculptez. Est-ce qu'il y en a certaines il faut se démarquer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, puis cette osmose entre l'artiste et la forêt qui invite justement le visiteur à voir la nature autrement, ou en tout cas la voir, la fréquenter, la goûter. Et je crois qu'on ne peut pas être plus proche de la nature qu'en travaillant justement ou en jouant avec le bois, tel que ses amis artistes le pratiquent dans ses installations. Et c'est, moi j'ai beaucoup aimé, par exemple, toujours pareil, c'est réhabiliter ces fameux arbres suite à la tempête. Et je me souviens en Limousin, on a créé des parcours mais complètement magiques, quoi. Un peu comme si les arbres ou les bois attendaient quelqu'un qui vienne les déplacer, les élever, les mettre en confiance. Je ne sais pas comment dire, en fait. Et la belle dimension de l'art, c'est qu'on n'a pas besoin d'interpréter. Chacun y voit justement ce qu'il a envie de voir, son imaginaire est invité. Et c'est tellement beau. Et là cette plénitude de l'accord de l'humain et de cette nature dont on a vraiment besoin de retrouver, ça se traduit aussi par ces fameux transats que j'ai un jour inventés pour accueillir au mieux mes amis, mais aussi, je vous le dis carrément aussi, que par
réaction complètement naturelle aux bancs publics qu'on voit qui sont cernés de petits barreaux pour qu'on ne puisse pas se coucher, et puis qui sont même le contraire de l'accueil, qui sont comme ça, comme un dos d'âne, alors qu'on roule si on se couche, et qui n'est pas sympa du tout pour les gens qui ont besoin de se poser, qui n'ont pas d'abri. Et bon, la ville de Rémilemont, à un moment donné, s'était mise dans le projet d'accueillir à la sortie de la gare les amis avec des transats. Et là, c'est vraiment le cadeau, quoi. On imagine différents espaces dans la ville dotés de volumes de bois, de volumes d'accueil qui viennent directement de la forêt et qui souvent sont quelquefois hors normes pour les scieries ou qui ont toutes leurs raisons d'être, exactement comme ces installations dans la nature. Mickaël, on va revenir sur votre travail. Vous avez amené quelques pièces avec vous. Oui. Aujourd'hui, quelles sont les pièces que vous faites majoritairement ? Des pièces utiles, des pièces décoratives ? Je fais principalement des pièces décoratives. Donc là, j'ai amené une bouteille qui peut être utilitaire, mais qui est plutôt à destination décorative. Et j'ai un retour à l'utilitaire. J'avais commencé par ça parce que c'est plus facile, l'utilitaire, quand on débute. Et je l'ai quitté un petit peu jusqu'à avoir une nouvelle inspiration. Et donc, voilà, c'est le nouvel utilitaire que je propose. Donc, des bols, quelle est l'idée de développer plus l'utilitaire ? Vous préférez quand même le côté décoratif ? En fait, je n'ai pas réellement de préférence, mais je me laisse porter par les envies et les inspirations. Je n'ai pas fait d'utilitaire pendant longtemps parce que je n'avais pas de forme en tête qui m'amenait vers ce type d'objet. Et quand c'est venu, je les ai faits. Et voilà, quoi. C'est en fonction de vous, en fait, du moment qui se présente. Alors, il y a quand même une ligne directrice de par la technique et le choix de couleurs, etc. Mais c'est vrai qu'en termes d'objets, je me laisse plutôt porter par ce qui m'inspire et ce que j'ai envie de créer finalement. Vous parliez du tour tout à l'heure. Oui. Toutes vos pièces sont faites au tour ? Toutes celles qui sont en révolution, oui. J'ai des pièces décoratives qui sont sous forme de plaques. Donc là, c'est du travail à la plaque, justement. Donc on peut les faire à la main ou les faire avec une machine, un rouleau qui permet d'en faire, qu'on appelle une crotteuse. Et voilà, ça dépend. Je me sers de différentes techniques en fonction des besoins. Voilà, j'essaie de ne pas me limiter. Et en même temps, ça reste un travail qui est très cadré en termes de parti pris. Et la porcelaine, vous resterez dans la porcelaine ? L'idée, c'est d'aller voir peut-être ailleurs ou... Eh bien, oui, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que pour l'instant, la porcelaine, je ne pense pas en avoir fait le tour, ni en termes de décor ou de type d'objet. Mais je ne me ferme pas à d'autres matières, les grès notamment, qui sont aussi très intéressants et que je travaille souvent plutôt en cours, quand j'enseigne le tournage. Quand vous enseignez. Vous avez ramené avec vous des petits outils ? Finalement, oui. Des petits outils, mais qui permettent de faire de grandes choses. Merci. En fait, l'idée aussi de cette technique, ce qui m'a plu tout de suite, c'est de pouvoir faire des pièces avec très peu d'outils finalement. Et en fait, ceux que j'ai ramenés, donc là, il y en a 3, c'est ceux que j'utilise à 90% du temps, voire plus. Donc en premier, c'est celui-ci qui me permet de faire les incisions dans la matière, puisque c'est un travail de gravure au départ. Donc chaque trait de couleur est d'abord une incision que je fais avec cet outil-là. Ensuite, je remplis chaque incision de ce qu'on appelle un engobe, donc c'est une porcelaine colorée au pinceau, et donc je viens les remplir assez largement, et une fois que l'engobe a un petit peu pris une autre texture plus ferme, je peux gratter l'excédent avec ce dernier outil, ce qui va me permettre de révéler le motif et de finir la pièce. Et tout ça avant cuisson ? Oui, avant même le séchage. Avant même le séchage ? Oui. Et alors, est-ce qu'il y a plusieurs cuissons aussi ? Oui, il y a plusieurs cuissons. Alors, c'est pas obligatoire, mais étant donné que je pose de l'émail, donc là, on en voit un petit peu sur le bouchon, il y en a à l'intérieur des pièces utilitaires, ça nécessite de faire une première cuisson, une demi-cuisson, si on peut dire, à 980 degrés. Et suite à ça, on peut poser l'émail sur la pièce qui va coller grâce à la capillarité qui reste à cause de la porosité de la pièce. Et ensuite, on monte à haute température, donc 1280, ce qui va vitrifier l'objet dans la masse. Donc même à l'extérieur, s'il n'y a pas d'émail, c'est quand même étanche. Et l'émail va aussi vitrifier, donc devenir brillant et prendre sa forme finale. Des étapes bien précises, bien définies. Oui, c'est quand même assez technique. Voilà, c'est assez technique, assez carré. On ne peut pas trop laisser place. Alors, à l'improvisation, si, sur le décor. Mais sur les cuissons, les choses comme ça, c'est des choses qui doivent être très maîtrisées. Oui, disons que comme pour le bois aussi, il y a un moment où on est obligé de faire avec la matière et ses contraintes. Donc effectivement, une pièce homogène, un temps de séchage suffisant, enfin voilà, faire attention vraiment au comportement de la matière. Et en même temps, c'est ces contraintes qui nous permettent de trouver l'espace de créativité pour jouer avec, parfois aller au-delà des limites, tenter des choses et voir si ça fonctionne. Francis, alors vous, les outils sont un petit peu plus gros. Vous les avez pas amenés avec vous. Non. Ça a toujours été à la tronçonneuse, majoritairement.
C'est la tronçonneuse, l'outil, disons, fil conducteur entre le métier d'avant et la passion bien d'aujourd'hui. sûr. Mais sinon, la première époque, ça a été justement des ciseaux à bois, mais très très simples. Vraiment 3 ciseaux à bois très complémentaires, mais qui permettaient, avec la patience qui va avec, parce que vraiment. Et là, quand on dit autodidacte, je pense que la grande donnée, c'est la patience. Et j'en avais vraiment besoin, franchement. Du coup, il n'y a pas de hasard encore. C'était le rendez-vous à la fois d'une maîtrise de l'outil, puis en même temps, justement, de l'aventure, du vagabondage entre les formes. Mais j'ai beaucoup représenté ma famille, donc c'était un peu dans à la fois le portrait, la figuration, quoi, hein, tout simplement, de personnages qui avaient un sens et qui, pour moi, c'était justement ces fameuses racines. Et puis petit à petit, alors il y a aussi les outils de ponçage. Votre studio est grand, mais si j'avais porté tous mes outils, je crois que... On n'aurait pas eu assez de place. Il faudrait toute une équipe pour... On a vu des images de votre atelier, donc on comprend bien qu'il y a beaucoup d'outils. Alors, avant de se quitter, on va quand même reparler des expos et des prochains événements, mais on va d'abord faire le quiz, puisque c'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Deux questions, comme chaque semaine, on ne change pas les bonnes habitudes, vous allez les découvrir. Alors la première, combien de communes compte le département des Vosges ? Je vais vous donner trois propositions, je suis sympa. Est-ce qu'il y a 477 communes dans les Vosges, 507 ou 612 ? 477, 507 ou 612 ? Alors, Mickaël, vous n'êtes pas vosgien, donc éventuellement on pourra vous excuser. Francis, désolé, vous êtes vosgien, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Je pense à la population moyenne. Enfin, la dimension... 507, vous diriez, ouais. Mickaël ? Moi, je vais dire 612 pour le côté un Bon, peu alors surprise. vous êtes pas vosgien, donc on va vous excuser en effet. C'est gentil. C'est bien 507, bravo Francis. 507 communes. Encore un rendez-vous. La deuxième question. Dans quelle commune se trouve la Petite Galerie ? Alors, est-ce que la Petite Galerie, ça vous dit quelque chose de nom ? Non. Non. Mais il va falloir la découvrir bientôt. La Petite Galerie, 3 propositions. Est-ce que la Petite Galerie se trouve au Tolly, à Saint-Dié-des-Vosges ou à Granges-au-Monzé ? Alors, je vois que Francis a l'air de connaître. Ouais, du coup, je vais répondre en premier. Je vais dire Granges. Francis, vous avez déjà exposé à la Petite Galerie ? Non, je suis invité, mais bon, je n'ai pas encore trouvé le temps d'aller m'y poser. Donc c'est bien à Granges-au-Monzé, la Petite Galerie, en effet. Petite galerie associative qui reçoit très souvent des artistes. Et peut-être Francis bientôt, et Mickaël aussi. Et pourquoi pas. Quelqu'un nous entend. Allez, on va terminer sur justement les projets, les expositions. Donc vous aviez exposé, Mickaël, au Pantographe, qui est au Tolly d'ailleurs. Oui. Tout à fait. Une exposition qui permet derrière de trouver peut-être un autre public, de découvrir des rencontres. Oui, en tout cas c'est un lieu de rendez-vous pour un public différent et c'est un lieu qui est très bien tenu, enfin c'est très agréable de parcourir cette galerie-là. Donc j'étais content d'y être pour les débuts et là il faut que je ramène d'autres pièces, donc ça va être un retour sous peu de temps. D'accord. Et d'autres événements ? Alors pas forcément dans les Vosges, là l'idée c'est de partir sur des autres salons ? Oui, à Strasbourg, donc le 11 novembre, le week-end du 11 novembre, donc il y a un événement qui s'appelle Résonance et qui a lieu tous les ans, auquel je participe une nouvelle fois cette année. Une rencontre entre artistes aussi, peut-être ? C'est intéressant Oui. de rencontrer, d'échanger sur les pratiques aussi. Oui, c'est un moment important, effectivement, pour l'activité économique, les ventes et la rencontre avec le public, mais aussi, effectivement, pour se retrouver entre nous. On est plus de 120 chaque année, donc c'est quand même un événement d'envergure. Et voilà, on se retrouve, on échange. Parfois, ça donne lieu à des collaborations, donc c'est toujours un moment important. Les collaborations, justement, la transition est toute faite. Francis, actuellement, Maison de la Bresse, une collaboration avec Michel Laurent, qui est photographe. Oui. Dites-nous en plus. Et toute sa sensibilité pour la forêt, le bois et les hommes. Et du coup, là, je vais accueillir des amis à l'atelier fin octobre jusqu'au... Enfin bref, voilà, 3 jours, qui viennent, suite à ces fameux 50 ans qu'on a fêté cet été, 50 ans de l'atelier. Les amis sont désireux de goûter à l'atelier et justement de venir pratiquer avec ces gouges et ces outils qui permettent de faire danser les veines du bois. Donc, par exemple, et puis sinon, on va aussi ouvrir à Trougemont des soirées conférences, des lieux de rencontre. J'ai préparé une grande, comment on appelle ça, une grande souche de séquoia pour accueillir les artistes et des plots de bois pour que les visiteurs puissent s'asseoir confortablement, comme au Théâtre du Peuple à Busan. On fait des liens comme ça avec les grands lieux culturels. Donc voilà, l'avenir est devant. Encore pas mal de choses à faire. Mickaël, un petit mot, parce que vous le disiez tout à l'heure, vous proposez des stages, des cours, c'est ça ?
Oui, oui. Donc c'est à destination de qui? de tout le monde en fait, du débutant à la personne qui veut voilà, retrouver des gestes précis. C'est surtout axé sur le tournage. Donc c'est les vendredis et les samedis et il y a les informations sur mon site. Donc c'est facile à trouver. Parfait. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux d'avoir été sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges TV. À bientôt.